Bienvenue à Les Arts Vallée du Richelieu. Cette semaine, on rencontre deux acteurs du nouveau film Écorché, paru en août dernier. Premier long métrage des productions Star NM, une fiction poignante qui brise le silence sur une réalité qui est tout près de nous. L'auteur Éric Beauregard nous présente son dernier projet littéraire, un recueil de nouvelles aux récits sombres. Et Jonathan Chalifou, maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, nous donne tous les détails sur un projet intitulé « La merveilleuse aventure du capitaine Ferdinand Fecteau ». Bonne émission! En août dernier, il y a un nouveau film qui est sorti, un film qui suscite beaucoup d'intérêt et de réactions aussi. Ça s'appelle Écorché. Et pour nous en parler, eh bien, nous avons deux acteurs du film avec nous, soit Mélanie Dumais et également Sylvain Laforêt. Alors, merci d'être là. Ça fait plaisir. Alors, quel est le sujet du film? Le film, dans le fond, parle de deux gangs qui cherchent à occuper un territoire en particulier pour la traite et l'exploitation des femmes et des enfants. Alors, on voit divers scénarios tout au long du film. Je ne compterai pas tout parce que je veux vraiment que les gens aient l'intérêt d'aller le demander dans les cinémas. Mais on voit diverses situations qui peuvent se passer dans la réalité d'aujourd'hui. Ici au Québec. Ici au Québec. Alors, la problématique ici, est-ce que vous la connaissez un peu? Qu'est-ce qu'on ne sait pas, en fait? Bien, justement, si on parle de la première scène du film, c'est justement une jeune femme naïve qui se fait enjôlée par justement un proxénète. Il a fait boire, elle dit qu'elle a des cours à l'université. En tout cas, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais après ça, par confiance, il l'enlève, puis son calvaire commence par la suite. Ouais. Il dit, on va aller faire un petit tour. Viens, on va aller faire un petit tour, mais le petit tour, il Qui revient jamais. pas. Il va être long. Ah, ouais. Et ça, ce sont des réalités qu'on voit au Québec. Alors, l'objectif du film était quoi, en fait? Était De sensibiliser les gens, je dirais, et d'aller éveiller la conscience, si je pourrais dire ça comme ça, pour vraiment... Parce que moi, j'ai 3 enfants. Ils sont présentement au secondaire et au cégep. Et ils en entendent parler à l'école. Les policiers viennent faire de la prévention au niveau de ce type d'agression-là. Mais ils ne voient jamais qu'est-ce que ça pourrait donner ensuite. Ouais. Fait que de voir un film comme Écorché, qui montre vraiment comme des faits vécus, quasiment, parce qu'on entend des témoignages à la fin, vient beaucoup plus sensibiliser les gens, venir les toucher à un niveau viscéral, puis pour faire de la prévention aussi par la suite aux enfants, aux adolescents, tout ça. Je pense que ça serait un must là, d'avoir ce type de film-là dans les écoles. Puis comme on dit, Émilie, une image vaut 1000 mots. Ouais. Fait que là, il le voit en image, fait que c'est bien plus éducatif de savoir ça, là, comment ça se passe dans ce milieu-là. Là. Et à travers ce film-là, il y a comme plusieurs réalités qui sont montrées. Donc, on a parlé de la traite sexuelle, mais ça implique quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cette traite-là qui est faite ici au Québec? Des exemples de la traite. Bien, ici, on peut prendre, mettons, un témoignage d'une des filles à la fin. On a Christine Blanchard, la fille de Claude Blanchard, qui fait un témoignage à la fin. Et on a Stéphanie Pontbriand aussi, qui fait un excellent témoignage. Il nous montre vraiment... ça vient tellement toucher... excusez. C'est poignant. C'est poignant parce que tu dis, mon Dieu, ça existe vraiment. Ouais. Tu sais, si tu fais pas attention... Tu fais confiance aveuglément à quelqu'un qui t'entraîne dans une roue, un tournant que tu peux jamais revenir. Fait que c'est quelque chose qui... Et on parle de... Pardonne-moi, vas-y. Mais aussi, là, pour renchérir un peu sur ce que Mélanie dit, c'est que des personnes avec des grands statuts sociaux qui ont vécu ça, puis nous, on ne penserait jamais que ces gens-là ont vécu ça, puis ça fait aïe, aïe, ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde, là. Puis c'est pas juste les jeunes filles, là, que ça peut arriver aux jeunes garçons aussi. Fait que c'est at large, là, à ce niveau-là. Là. Et il y a différents scénarios possibles aussi. Bon, ouais. On peut penser soit aux proxénètes, aussi aux danseuses, mais aussi à la vente et à l'achat d'enfants. Donc ça, c'est démontré aussi dans le film. Oui, ça, c'est démontré.
Et vous, quels étaient les rôles que vous avez joués à travers ce film-là? Bien, moi, heureusement, dans ce film-là, j'étais un policier. J'étais policier Martin. Fait que j'étais bien heureux de pouvoir contribuer à l'arrestation de ces maudines de proxénètes-là. Là. Je dirais en tout cas, je dirais autre mot que maudine, là, mais tu sais, j'étais heureux d'avoir ce rôle-là comme policier. Et à travers ton rôle de policier, est-ce que tu as été confronté à des injustices ou des réalités que tu te dis dans un corps policier, ça existe et que tu étais peut-être moins confortable? Non, parce que pour moi, là, c'était une façon de faire le bien, de justement, tu sais, ma scène, elle n'est pas énorme, mais c'est genre, je m'en vais comme annoncer des mauvaises nouvelles, mais par la suite, ben j'arrête ces proxénètes-là. Fait que je dirais que c'est toute la contribution là-dedans qui est intéressante. Et toi, Mélanie, quel était ton rôle? Ben moi, c'est ça. J'étais justement dans la scène que Sylvain parlait tantôt. Je suis une des amies d'une écorchée, si je peux dire ça comme ça. Moi, je suis la fille naïve. Je suis la fille de party, je suis la fille qui ne se soucie pas du danger. Alors, je m'en vais justement dans un bar avec mes amis, on fête, on boit. Et ma chum de fille vient nous annoncer qu'elle part avec le gars en question. Puis moi, je suis comme, ah, il n'y a pas de problème. Moi, je le trouve même cute, tu sais. Fait que je suis comme, ben non, vas-y, va avoir du fun. Ce qui arrive souvent hein, dans... Ben ça arrive, c'est ça, ça arrive dans la réalité d'aujourd'hui. Fait que, puis mon autre amie, elle, c'est elle qui est comme, ben non, mais pourquoi tu pars avec lui, là? Voyons donc, on le connaît même pas, tu sais. Puis moi, je suis comme la fille, ben oui, ben c'est pas grave, vas-y, tu sais, on va avoir du fun. Bien, souvent, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a une qui a plus de jugement que l'autre parce que ses facultés sont moins affaiblies. Fait que là, elle va convaincre que l'autre, ben oui, c'est vrai, tu sais, puis fais-y confiance, puis avoir du fun. C'est là que ça devient la problématique. C'est là que c'est dangereux. Parce que même des gens de confiance, tu sais, je veux dire, moi, ça m'est arrivé d'un bar. J'étais avec un gars que je connaissais, je m'en vais aux toilettes, je laisse mon verre là, je reviens, la personne à côté que je connaissais pas, elle dit, ah, ben je pense pas que tu devrais prendre ce verre-là. Je dis, ben là, voyons donc, c'est mon ami, tu sais, mais il dit, je pense que t'as quoi dedans? Tu sais, je suis comme, ben non, c'est mon ami. Ouais. Voyons donc. Mais effectivement, il y avait de quoi dedans, tu sais. Et c'était qui, finalement, qui avait mis quelque chose à l'intérieur? Mon ami. Ton ami? Ah ouais! Imagine, hein? Donc, une personne que tu connais, tu as une confiance absolue envers cette personne-là. Ouais. Incroyable. Oui. C'est fou à quel point c'est une réalité qui est tellement omniprésente, mais qu'on peut oublier parce qu'on accorde notre confiance à n'importe qui. Mais c'est un peu ça la morale, c'est de faire très attention, en fait. De ne pas laisser son verre tout seul. Ouais. Comme Christine Blanchard l'a dit dans son témoignage, de ne pas laisser son verre tout seul, même si c'est un café. Parce qu'elle connaît une personne, elle, qui travaille comme serveuse dans un café, puis elle s'en est fait mettre dans son verre alors qu'elle ne boit même pas. Puis elle s'est ramassée à l'hôpital. Et là là. Fait que ça peut être mis dans n'importe quoi à cette heure, cette drogue-là. Là. C'est hallucinant. Et ce film-là, il y a quand même quelque chose de beau. C'est un film qui a été réalisé et produit par Nancy Morin. Oui. Alors, bon, vous avez travaillé avec elle, tout ça. Qu'est-ce qui l'a emmené à vouloir là, exposer cette réalité-là? C'est sûr que des gens proches d'elle avaient vécu des événements comme ça. Fait que ça l'a poussé à écrire ce scénario-là avec Giovanna Amorim, puis de pouvoir justement mettre ça en lumière, mettons. En lumière, ouais. Et ce qu'il y a de beau, c'est que chaque personne qui a participé au projet l'a fait de façon volontaire. Alors, quelle était votre motivation à le faire sans cachet, en fait? La cause. La cause de pouvoir aider à ouvrir les yeux à toutes les jeunes filles et jeunes garçons qui font confiance aveuglément. Bien, de pouvoir changer les choses à notre façon, tu sais, en interprétant des rôles dans un long métrage comme ça qui va venir vraiment toucher les gens. Et vous, quelle était votre préparation? Parce qu'on sait, bon, les acteurs vont toujours avoir une figure là, pour justement interpréter un rôle. Alors, aviez-vous ce genre de figure-là près de vous pour justement vous emmener à faire ce personnage-là? Moi, je dirais que j'ai été vraiment comme plus... Dans mon imaginaire, à voir un peu comment une scène comme ça. Puis moi, j'ai vécu des choses comme ça. Étant plus jeune, tu sais, j'ai eu un abus, j'ai été drogué, puis j'ai été abusé. Mais moi, c'est avec un homme. Puis c'est ça aussi qui a fait que j'ai voulu encore plus aller faire
ce long métrage-là, Et pour avoir vécu quelque chose comme ça. pardonne-moi de te poser la question, mais est-ce que ça t'a ramené à ces vieux traumatismes-là? Qu'est-ce que ça a causé en toi? Qu'est-ce que ça a provoqué? Bien, le fait que j'étais un policier puis j'arrêtais ces gens-là, c'était une fierté. Je me revoyais comme avec l'agresseur, puis je me voyais en train de le mettre en prison, là. Et dites-moi, ce film-là, où on peut le visionner? Bien là, pour l'instant, avec la dernière représentation, c'était des représentations uniques qu'il y avait dans chacune des salles des RGFM. Je remercie énormément les RGFM, justement, de nous accueillir encore aujourd'hui. Ben oui. Et puis, là, présentement, la dernière représentation, c'était à Drummondville. Et justement, je pourrais quasiment dire que 2 personnes sur 3 avaient vécu ce genre de traumatisme-là à divers niveaux. Alors, ça vient soulever... Ça vient soulever Ouais. vraiment des réactions du public. Alors, si les gens veulent le revoir, il faut qu'ils appellent dans le cinéma près de chez eux pour le demander. Ah ouais, OK. Parfait. Parce que c'est l'offre et la demande. Plus que les gens vont demander de le voir, le film, plus qu'il va circuler, puis à travers le Québec, tout le monde va pouvoir finir par le voir. Parce qu'il y a quand même une demande. Mais c'est pas juste de demander sur les réseaux, c'est de faire l'action, d'aller voir les cinémas de leur région, puis de dire qu'ils veulent visionner le film. Et éventuellement, c'est un film que vous aimeriez aussi qui soit disponible, en fait, pour les écoles? Oui, ou, diffusé dans les écoles, oui, En secondaires. support de, justement, la prévention que les policiers font dans les écoles par rapport à ça. Faire attention au danger, pas parler à des inconnus. Tu sais, on le dit souvent, pas parler des inconnus. Ah oui, mais je connais ton père. Je connais tes parents. Ben, je m'excuse, mais moi, je te connais pas. Tu sais, je t'ai jamais vu. ça. Même si toi, tu connais mes parents, il s'est passé quelque chose. Pas sûr que je vais rentrer dans ton char pour aller voir qu'est-ce que mes parents, tu sais. À ce temps, tout le monde, tous les jeunes ont des cellulaires. Un call, c'est vite fait, là. Puis comme Christine Blanchard, l'actrice, disait, là, c'est que de surveiller les réseaux sociaux, parce que les prédateurs, c'est plus facile. Les jeunes, ils ont plus facilité à avoir accès aux jeunes par les réseaux sociaux en transformant leur profil. Tu sais, comme En une utilisant scène, voix, là, tu sais, c'est ça. justement, une scène du film, justement, il se fait passer pour le père de son ami. Puis là, elle dit « OK, il s'en vient me chercher. » Puis c'était pas ça du tout, là. C'était vraiment un prédateur sexuel qui venait par les réseaux, par Internet, enjôler la petite fille, tu sais. Ouais. On va aller se rencontrer, tu sais, puis tout ça. Mon père va aller te chercher. Ouais. Après ça, t'en vas. Et j'ai envie de savoir, parce que moi, dorénavant, pour avoir vécu une situation aussi de la sorte, dorénavant, j'ai un réflexe avant d'aller rencontrer un homme, est toujours de faire une recherche sur Internet pour m'assurer de voir, bon, est-ce qu'il y a déjà eu des casiers judiciaires ou tout ça, parce que c'est un réflexe que je n'avais pas auparavant. Mais vous, quel serait votre conseil? Tantôt, on a parlé de faire attention à son verre, mais avez-vous un autre conseil, là, vraiment, pour ajouter à la prévention? Bien, c'est un bon point parce que pour connaître une personne, d'aller voir sur Facebook c'est qui cette personne-là, son entourage. Déjà, ça te donne un bon indice à savoir est-ce que c'est une personne qui est fiable ou pas. Je dirais pas se fier à juste une opinion d'un ami, mais aller chercher l'opinion de plusieurs amis à savoir hey, lui, il est comment ce gars-là dans la vie, tu sais. Ma toute dernière question. Le nom s'appelle Écorché, mais c'est au pluriel, mais pas de E, pas juste au féminin, là. Donc, pourquoi? Parce que ça peut être autant un garçon qu'une petite fille qui est écorchée par ces gens-là. Tu sais, c'est parce que, oui, il y en a qui peuvent s'en sortir, mais sont détruits psychologiquement, sont détruits physiquement, puis ça prend beaucoup d'années avant de pouvoir se remettre de ça, puis je pense qu'ils ne s'en remettent jamais. Eh bien, merci beaucoup. Félicitations encore une fois pour avoir participé à ce beau projet-là. Et merci de l'avoir fait volontairement aussi. Et je vous souhaite une belle carrière. Vous avez tout devant vous. Alors, continuez ce beau projet-là et en espérant que ça fasse son bout de chemin aussi et qu'on puisse le revoir au cinéma. Moi, en tout cas, je vais venir. Bien, merci beaucoup, Émilie. En tout cas, c'est un très bel interview que tu nous as fait. Merci. Merci beaucoup. Un plaisir. Éric
Éric Beauregard, un auteur de la région, a mis de côté pour un instant les livres jeunesse pour laisser place à un nouveau recueil littéraire. Il s'agit d'un recueil de nouvelles avec 9 histoires intitulées Les Chroniques de Sanguin. Alors, merci Éric d'être là. Merci beaucoup. Et parlez-nous un peu de ce livre, de ce recueil-là. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte 9 histoires différentes, des histoires un petit peu sombres, c'est sûr, mais ce n'est pas réellement des histoires d'horreur. C'est véritablement des histoires où on va chercher le côté un petit peu de la peur qu'on va générer. Puis à travers chacune de ces 9 récits-là, je vais aborder, dans le fond, des thématiques différentes. Je vais y aller parfois avec le côté fantastique qui est un peu plus dominant, des fois le côté historique, parfois humoristique. Fait que je me suis amusé, là, essayé de me plaire, puis je me cherchais aussi un petit peu en tant qu'écrivain à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, abordons différentes choses, puis on va voir ce que ça donne. Absolument. Et il y a des destins qui sont croisés à travers les personnages, quand même. C'est sûr que les 9 nouvelles, ils ont tout un lien avec Sanguin. Dans le fond, là, c'est comme un gros casse-tête, puis chaque nouvelle, c'est un morceau différent. Fait que c'est sûr que le village est omniprésent, mais les personnages aussi. Bon, pas tous. Il y en a un en particulier, celui qu'on appelle l'occultiste, qui est mon personnage central. Lui, il revient dans au moins 4 des nouvelles. J'en ai un plus méchant, disons, qui revient à quelques reprises également et qu'on risque de revoir dans les 2 cas, là, dans d'autres chroniques à venir plus tard. OK, donc un projet qui va se continuer. Oui, ça va se continuer. Ah, parfait. Et Sanguin, comme vous venez de le mentionner, eh bien, c'est un village. Mais c'est un village fictif, mais inspiré quand même de l'environnement de la Montérégie. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai situé tout près de Saint-Hyacinthe. Fait que c'est évident que les gens qui sont familiers avec la région vont être capables de se retrouver à l'intérieur. Maintenant, le village en lui-même, même si on peut retrouver peut-être certains éléments comme de la présentation, l'église, par exemple, certains éléments qui ressemblent à la présentation, le reste, ça va être inspiré de différents villages, que ce soit au Québec et même aux États-Unis, dans le fond. Et parmi les thématiques qui sont abordées, vous nous avez mentionné que c'était dans un univers un peu plus sombre pour adultes, mais on va un peu plus dans quoi? Parce que j'ai vu que, selon mes recherches, qu'il y a un peu même de paranormal qui est abordé à travers tout ça. Oui, bien, c'est sûr. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de le définir. Dans le fond, on est justement dans le domaine paranormal, à l'exception peut-être d'une nouvelle. Il y en a une qui ne touche pas du tout, c'est vraiment plus un suspense, quasiment un policier dans le fond, même s'il y a un lien avec les autres, encore une fois. Par contre, quelqu'un qui me dit, moi, je veux lire ça pour le côté très sanglant, qui va crunchy quasiment, je dirais. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ça. Moi, je vais vraiment essayer d'aller chercher de susciter la peur tranquillement. Moi, j'aime mieux que quand le personnage ressent une certaine détresse, une certaine peur, et il l'imagine. Je trouve ça plus intéressant que d'aller dans les descriptions, finalement, là, qui sont plus horrifiantes. En tout cas, ça me rejoint moins en tant qu'auteur. Ouais. Et est-ce que ce sont des faits qui sont reliés à des événements que vous avez soit vécus ou entendus? Parfois. En réalité, il y a au moins une nouvelle qui est inspirée d'un rêve. Donc, il y a ça parfois, là. Fait que ça peut être, on part finalement d'un cauchemar, ce serait peut-être mieux, dans le fond. Donc, oui, il peut y avoir ça. Oui, il y a une de mes aventures de jeunesse, comme quand je devais avoir à peu près 7 ans, je me suis perdu dans un camping, puis j'ai quitté, j'étais en train de jouer à roulotte avec des amis, puis il faisait sombre, puis là, il fallait que je retourne. C'était pas tellement loin, le terrain de camping de mes parents. Donc, j'ai dit correct, je m'en vais. Sauf que je n'ai pas de sens de l'orientation et je suis parti dans la mauvaise direction. Et je suis même sorti du terrain de camping. En tout cas, j'étais vraiment là, égaré. Je commençais à être effrayé. Et en réalité, oui, ça m'a inspiré pour une des nouvelles. Okay. Fait que, il y a des choses comme ça qu'on de moi, de ce que j'ai vécu. Oui, parfois c'est l'imagination, parfois c'est des parents, des amis. Là, fait que c'est diversifié. Et vous êtes dorénavant dans ce nouveau style littéraire-là, qu'on peut dire fantasy, horreur et même policier. Mais auparavant, vous étiez du côté des livres jeunesse. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce changement-là? Bien, en réalité, j'ai toujours voulu écrire pour adultes. Donc, le but premier, c'était ça, puis c'est ce que je vais continuer de faire. Mais bon, disons que quand je suis arrivé avec le premier ici, un championnat de ringuette pour Noël, c'est tout simplement parce que ma fille, ma plus jeune, jouait à la ringuette.
Et elle tombait souvent. Dès qu'elle avait un peu de pression sur elle, elle avait tendance à basculer, puis elle était découragée, elle voulait abandonner. Donc, j'ai voulu lui faire une petite histoire pour lui remonter le moral. Fait que je lui ai écrit ça dans le temps des fêtes. Je lui ai lu, elle a super aimé. Il y en a qui m'ont dit, tu devrais l'envoyer dans une maison d'édition. Bon, je ne sais pas trop, mais je l'ai fait, ça a fonctionné. Et là, je me suis dit, mais c'est parce que là, j'avais d'autres idées que je pourrais... Et là, de fil en aiguille, je m'étais dit, j'aimerais ça que la joueuse puisse être entraîneuse, puisse être arbitre. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait comme une trilogie à ce niveau-là. Fait que ça a été les 3 premiers. Après ça, je me suis dit, c'est parfait, je l'ai fait, on passe à autre chose, on y va pour adultes. Ma plus vieille est tombée enceinte, a accouché, je suis devenu grand-papa l'année passée. Et là, je me suis dit, non, là, il faut absolument que je fasse quelque chose pour mon petit-fils, que j'adore, Louis. Donc, j'ai créé finalement ce livre-là, le Glouton de Noël. Puis, très imagé, en tout cas, que j'ai aimé faire, dans le fond. Puis, c'est une histoire que j'ai créée, tout simplement, à partir, encore une fois, d'un fait vécu. OK. Donc, ça a été facile à faire. Les dessins, moins, là, mais... C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers votre parcours, eh bien, ça vous a emmené à faire des illustrations et c'était pas du tout votre domaine. Non, pas du tout. Mais c'est impressionnant, là. C'est gentil, merci. Mais non, ça a été difficile. Au début, j'ai eu beaucoup de misère, dans le fond, pour arriver à ça. Mais à force de les travailler, puis probablement, justement, que si je ne l'avais pas fait pour les 3 premiers, parce qu'il y a toujours une quinzaine d'illustrations dans chacun d'eux, je n'aurais pas été en mesure de faire ça. Oui, il aurait fallu que je me trouve finalement un dessinateur, une dessinatrice. Le problème, c'est que ça fait monter également le coût, ou en tout cas les revenus qui vont avec. Donc, je voulais vraiment que ce soit moi qui le fasse. Et là, si on revient aux chroniques, ça va se poursuivre. Avez-vous déjà commencé l'écriture? Oui, cet été. Donc, j'ai au moins 4 nouvelles qui sont déjà rédigées. Donc, mais là, j'ai eu le problème, c'est que entre lui et le prochain, j'en ai même un autre que j'ai terminé, mais là pour adolescents. Donc, une espèce de romance sportive, vraiment adolescente. Ça faisait longtemps que j'y tenais aussi, c'était une autre histoire. Donc, je me suis dit... Puis dans le fond, ce que j'aime, c'est que quand j'écris pour jeunes, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est... Alors que quand j'y vais pour adulte, je vais chercher un autre trait de ma personnalité, peut-être un peu plus sombre. Donc, je trouve ça amusant de me promener dans ces 2 univers-là. Oui. Eh bien, j'ai hâte de lire tout ça. D'ailleurs, ce livre-là, ça s'en vient. Je vais me mettre dessus assez rapidement. Ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai envie de savoir, pour justement les gens qui ont envie de vous lire, que ce soit pour la jeunesse, nouveaux livres adolescents aussi, ou pour adultes, où on peut trouver vos livres? Bon. Chronique de Sanguin, bon, dans la région, c'est évident, chez Citation, vous pouvez le retrouver. Si jamais ils en ont plus et ils ont tout vendu, bien, vous pouvez le commander au comptoir, il n'y a pas de problème. Sinon, à la maison d'édition, les éditions de l'Apothéose, il y a moyen de se le procurer. Il est en version électronique également. Donc, s'il y en a qui préfèrent ça, allez-y faire. Donc, il y a tout ça. Maintenant, je vais aussi faire le Salon du livre de l'Estrie au mois d'octobre. Puis en novembre, je fais 2 marchés de Noël. J'en fais un à Saint-Hyacinthe, à Douville, c'est un nouveau marché. Donc, je vais faire. Puis après ça, il y a celui de l'École d'éducation internationale qui a lieu le fin novembre. Donc, je vais être là à la cafétéria. Fait que s'il y en a qui veulent, ça va me faire plaisir de les rencontrer, discuter avec eux, puis de leur en vendre un. Bon, bien, merci beaucoup. Et je vous invite à la maison à venir découvrir l'univers, en fait, les univers d'Éric Beauregard. Un grand merci. Merci beaucoup. On se trouve sur le quai Ferdinand-Fecteau à Saint-Antoine-sur-Richelieu et c'est pour une excellente raison. Nous sommes avec M. Chalifou, le maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que c'est cette mystérieuse aventure du capitaine Ferdinand-Fecteau qui aura lieu cet été dans votre municipalité? On a décidé de pouvoir attirer le plus de monde possible dans notre beau village parce qu'on s'entend, on est le plus beau village de la vallée du Richelieu et je vais le dire et le redire. Pas besoin d'aller jusque dans le fond du Bas-Saint-Laurent pour avoir un des plus beaux villages. On est à 45 minutes de Montréal. Un endroit super paisible. On a fait une aventure, c'est un parcours ludique avec une application sur un téléphone intelligent, départ au quai ici. Et c'est une chasse au trésor, une aventure pour les plus jeunes. C'est une application, ça prend quelques secondes à télécharger. Après ça, on part à l'aventure dans le village, on voit les plus beaux endroits du village. On a une église majestueuse, on a le château Saint-Antoine qui est un bâtiment là, de style mauresque, là, début des années, fin des années 1880, particulier,
vraiment incroyable. Et on a notre quai, nos petits commerçants locaux. Et c'est une chasse au trésor. On part à l'aventure. Super simple, ludique, super agréable. Entouré de les enfants, peu importe l'âge, ils peuvent suivre. Ça prend combien de temps environ pour parcourir ce parcours-là? Environ 1 heure. C'est pas très long. Il y a comme 5 ou 6 stations qu'on visite. On a au quai, on a la place Dompierre-sur-Mer qui est juste à côté de notre maison de la culture. Notre maison de la culture qui est ouverte tout l'été aussi, là, du jeudi au dimanche. Il y a des expositions. On a Femmes en politique, qui est une exposition du Parlement qui nous a été prêtée pour l'été. On a un autre artiste local là, qui dessine des oiseaux, qui est vraiment de toute beauté à aller voir. Ça peut être fait aussi par après le parcours. C'est juste à côté. Puis on finit avec une bonne crème glacée à l'Antoinette, là, qui est notre petit restaurant local qui est juste à côté de tout ça. Et pour les gens à la maison, Ferdinand Fecteau, c'est pas n'importe qui pour Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est quoi exactement l'histoire? C'est un peu emblématique aussi, hein, dans son Oui, parcours. Ferdinand Fecteau, on pourrait le dire un peu notre Armand Bombardier de la région. Il est méconnu. C'était un inventeur, quelqu'un autodidacte. Il a construit des bateaux. Puis il faisait des maquettes, des petites maquettes en bois qui expérimentait avec, en petite échelle, puis après ça, les refaire à grande échelle. Fait qu'il a fait plusieurs bateaux qui ont circulé sur le Richelieu, qui transportaient des gens. Puis il faut se rappeler que notre voie maritime, à l'époque, c'était notre Richelieu. La vallée du Richelieu, c'était l'axe principal au Canada de transport maritime avec les États-Unis. Et le Richelieu avait toute autre signification à l'époque, point de vue maritime, c'était le transport. Ferdinand Fecteau a construit des bateaux et aussi était un constructeur d'aqueducs. Dans la région, il a fait l'aqueduc à Saint-Basile-le-Grand, la première aqueduc. Saint-Antoine, dans les années 1886, il faisait venir ses tuyaux de l'Europe pour construire les premiers aqueducs de la région. Il a même fait à Varennes aussi. C'est un inventeur, un autodidacte, un patenteux, comme on dit au Québec, mais c'est quelqu'un vraiment de marquant, là, point de vue ingénierie. Là. C'est notre Armand Bombardier, je pourrais dire, du coin, qui est très méconnu, mais l'eau, c'est comme notre ressource principale. L'aqueduc, c'est ce qui étaient les besoins primaires de chacun. Il se passe autre chose dans la municipalité aussi. Il y a le marché de la récolte. C'est la fête des récoltes qui s'en vient au mois de septembre. Je me souviens plus de la date exacte. On peut le suivre dans notre petit... sur Internet. Moi, j'invite tous les gens à s'abonner à notre petit journal municipal. Là. On a un journal mensuel qui a toutes les activités de Saint-Antoine. On est une municipalité qui est en d'effervescence. On essaie d'attirer le tourisme au maximum. C'est vraiment... on est sur une lancée. J'invite les gens à s'abonner à notre petit journal La Gloriette. Ils vont avoir toute une idée des activités qui se passent ici. On va avoir des concerts au quai le jeudi. C'est un décor vraiment extraordinaire. Le soir, les gens amènent leurs chaises. On a les jeudis de Ferdinand Fecteau, qu'on appelle comme en son honneur. C'est des musiciens qui viennent. On a quelques concerts au mois plus tard durant la saison. Puis on a aussi des shows d'humour à notre maison de la culture. Oui. La relève, on a 4 humoristes qui viennent. C'est des soirées vraiment super éclatées. On a des jeunes, on en voit de toutes les couleurs. Fait qu'on a 4 shows d'humour qui s'en viennent cet automne. Donc, l'invitation est lancée à tous les citoyens et les citoyens des autres municipalités aux alentours aussi. Merci beaucoup, M. Chalifou, pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, c'est ce qui complète l'émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un bel automne et je vous invite à aller voir tous nos autres contenus sur le site de tvr9.com.